Là maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se passe en toi que tu ne peux peut-être pas encore nommer. Il y a une sorte de poids, quelque chose de lourd et de silencieux, comme une pièce que personne n'a ouverte depuis longtemps, qui sent le renfermé et le froid, où la lumière ne pénètre plus vraiment. Tu es peut-être allongé ou assis dans un coin familier qui est devenu trop familier, trop cuette, trop vide de la présence des autres. Et il y a une raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, une raison que tu connais peut-être à moitié, une raison que tu n'as pas encore tout à fait formulée, et cette raison a quelque chose à voir avec une solitude qui ne ressemble pas à du repos. Elle ressemble à de l'abandon. Mira, c'est cette solitude-là dont il faut parler aujourd'hui. Pas la solitude choisie, celle du philosophe qui s'isole pour penser, ou du randonneur qui monte seul en montagne et revient régénéré. Non, il faut parler de l'autre, celle qui arrive sans prévenir, qui s'installe comme un brouillard épais sur une ville côtière, qui efface les contours des choses et des gens, et qui te laisse avec la sensation étrange d'être présent dans ta propre vie, sans vraiment l'habiter. Il y a une raison pour laquelle cette solitude s'est installée, et il y a de très grandes chances que tu penses que tu en connais la cause. Mais cette raison que tu crois connaître n'est peut-être pas la vraie raison. Et c'est là tout le mystère que l'on va dérouler ensemble, lentement, avec soin, parce que ce mystère mérite d'être traité comme quelque chose de précieux. L'être humain est une créature paradoxale. Il a passé des millénaires à construire des villages, des feux de camp, des cercles de parole, des temples et des places publiques, exactement parce qu'il ne peut pas vivre seul. Et puis, avec un génie particulier qui confine parfois à l'absurde, il a inventé les téléphones intelligents, les réseaux sociaux, les messageries instantanées, toute une civilisation de la connexion numérique, permanente, et il s'est retrouvé, statistiquement, plus seul que jamais. C'est un peu comme si on avait construit le plus grand buffet de l'histoire de l'humanité et que tout le monde y mangeait seul en regardant l'écran de son téléphone. Il y a dans cette ironie quelque chose qui ferait sourire si elle ne faisait pas aussi mal. Voilà la scène que beaucoup connaissent. Le dimanche après-midi, la lumière qui baisse tôt en automne, une lumière jaune et triste qui entre par les fenêtres comme une intruse timide. Le téléphone posé sur la table, silencieux. Non pas parce que la batterie est morte, mais parce que personne n'a appelé. Le fond de la tasse de café qui a refroidi parce que tu as oublié de le boire, absorbé par rien, par le plafond peut-être, ou par cette sensation creuse dans le ventre qui commence juste en dessous du sternum et qui descend. L'appartement sent la solitude d'une façon que tu ne pourrais pas décrire à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, quelque chose entre le propre et le vide, entre l'ordonné et l'abandonné. Tu as peut-être allumé la télévision pour remplir l'espace sonore ou mis de la musique, mais même ça semble creux, comme poser un tableau sur un mur qui s'effondre. Et tu te demandes avec une honnêteté que le dimanche soir rend parfois possible, combien de temps encore cela peut durer ainsi. Ce tableau est réel, ce tableau est documenté. Les études en épidémiologie sociale, les travaux cliniques accumulés depuis des décennies dans les cabinets de psychiatrie et de psychologie, dans les hôpitaux et les centres de soins, montrent que la solitude chronique n'est pas un état d'âme romantique réservé aux poètes du XIXe siècle. C'est un état physiologique mesurable, avec des marqueurs biologiques, des conséquences sur le système immunitaire, sur le cortisol, sur les circuits de récompense du cerveau. La solitude chronique fait au corps humain à peu près ce que ferait le tabac, selon certaines études de santé publique, et elle le fait en silence, sans étiquette d'avertissement, sans signal d'alarme, souvent sans que la personne qui la vit ne réalise à quel point la situation s'est dégradée. Si tu te reconnais dans cette scène du dimanche, si quelque chose en toi a hoché la tête intérieurement pendant que tu écoutais, alors ce qui suit n'est pas simplement utile pour toi. Il est possible que ce soit urgent, pas dans le sens catastrophiste, pas dans le sens qui fait paniquer, mais dans le sens où un médecin dit à un patient « Les signes sont là, il faut agir maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. » Te suis-je? Si ce que tu vis te parle, si ces mots décrivent quelque chose que tu ressentais sans pouvoir l'articuler, alors laisse un commentaire en dessous. Pas pour que ce canal accumule des interactions, mais parce que écrire ce que l'on ressent, même une seule phrase, même quelques mots, c'est déjà un acte de présence à soi-même.
Et s'il y a des thèmes que tu aimerais qu'on explore ensemble, des questions sur lesquelles tu aimerais que cette voix revienne, c'est ici que cela se passe. Et si tu ne l'as pas encore fait, rester ici, t'abonner, c'est une façon de te donner rendez-vous régulièrement avec une forme de bienveillance envers toi-même. Ce n'est pas anodin. Verras, il y a quelque chose que la solitude fait très habilement, quelque chose de presque machiavélique dans son fonctionnement. Elle ne se contente pas de t'isoler du monde extérieur, elle t'isole de toi-même. Elle te convainc progressivement, avec la patience d'un sculpteur, que tu es fait d'une matière différente des autres, que quelque chose en toi est fondamentalement moins désirable, moins aimable, moins digne de présence. Et le paradoxe terrible, celui qui constitue le nœud de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est que plus tu crois ces messages, plus tu te comportes d'une façon qui éloigne les autres. Et plus les autres s'éloignent, plus la croyance se confirme. C'est un cercle fermé, un cercle vicieux, un de ces cercles que la pensée clinique désigne comme auto-renforçants et qui peuvent, si rien ne vient les interrompre, durer des années, voire des décennies. Il faut parler de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ce cercle, parce que ce n'est pas abstrait. Dans la pratique clinique, dans ces heures passées à écouter des gens courageux qui ont accepté de mettre des mots sur ce qu'ils vivaient, il est apparu très clairement que la solitude chronique ne ressemble pas à de la tristesse simple. Elle ressemble à autre chose. Elle a une texture particulière. Elle est froide là où la tristesse est chaude. Elle est sèche là où la tristesse mouille les yeux. Il y a dans la solitude chronique quelque chose d'engourdi, quelque chose qui rappelle ce que ressent une main trop longtemps exposée au froid. Une perte progressive de la sensibilité, une incapacité à sentir le chaud, le doux, le léger. Et quand cette insensibilité s'installe, l'être humain commence à faire des choses qui l'étonnent lui-même. Il commence à refuser les invitations. Pas parce qu'il ne veut pas voir les gens, mais parce que la distance entre lui et les autres lui semble maintenant si grande qu'il ne sait plus comment la traverser. Il commence à répondre de façon monosyllabique aux messages, non par hostilité, mais par épuisement, par une fatigue profonde à l'idée de devoir être présent, de devoir sourire, de devoir performer la normalité. Il commence à avoir des pensées que l'on pourrait qualifier d'amères, des pensées qui ont le goût du métal dans la bouche, qui colorent le monde d'une teinte légèrement plus sombre, qui font que les choses joyeuses semblent suspectes ou lointaines. Et les gens qui l'aiment, ceux qui sont encore là, ceux qui essaient encore d'entrer en contact, commencent à sentir quelque chose d'étrange. Une résistance, un mur invisible, une absence habitée. Et voilà le danger que l'on n'évoque pas assez. La solitude ne blesse pas seulement celui qui la vit, elle blesse aussi ceux qui l'entourent. Il y a des enfants qui grandissent avec un parent que la solitude et la dépression ont rendu absent. Présent physiquement mais absent émotionnellement, un parent dont le regard ne brille plus, dont le rire sonne creux, dont les bras enlacent mais dont le cœur semble loin, très loin. Il y a des amis qui continuent d'appeler pendant des mois avant de comprendre que les appels ne seront plus jamais vraiment répondus. Il y a des partenaires qui s'épuisent à tenter de remplir un vide qu'ils ne comprennent pas et qui finissent par partir, non par manque d'amour, mais par manque de force. La solitude non traitée devient, avec le temps, une absence douloureuse pour l'entourage. Elle devient une présence fantôme. Et cette réalité-là mérite d'être regardée en face avec toute la compassion du monde, mais sans détour. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu laisses cette solitude continuer à sculpter ton intérieur, sans rien faire pour l'interrompre, tu ne te blesses pas seulement toi-même. Tu deviens progressivement inaccessible à ceux qui t'aiment. Et un jour, tu pourrais te réveiller et réaliser que les quelques liens qui résistaient encore ont fini par se rompre. Non pas dans une dispute dramatique, non pas dans un événement particulier, mais dans l'usure, silencieuse de l'indisponibilité. Ce moment-là, s'il arrive, est l'un des plus douloureux que la clinique ait à témoigner. Il est souvent le point de bascule vers une dépression profonde et durable. Figeat, la dépression n'est pas une question de volonté. Personne ne choisit de déprime, personne ne se lève un matin en décidant de souffrir. Mais la dépression a des conditions qui la favorisent, des sols dans lesquels elle pousse comme une mauvaise herbe dans un jardin non entretenu. Et la solitude chronique, la solitude qui dure, qui s'épaissit,
qui se normalise, qui devient le fond de l'air de chaque journée, est l'un de ces sols les plus fertiles pour la dépression. Les neurosciences le montrent avec une clarté de plus en plus grande, l'isolement social modifie la chimie cérébrale. Il diminue les niveaux de sérotonine, il perturbe les cycles du sommeil, il amplifie les biais négatifs de la perception, ce que les chercheurs appellent la tendance à voir les menaces là où il n'y en a pas, à interpréter les silences comme du rejet, les absences comme de l'indifférence, les regards neutres comme de la condescendance. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui se passe dans ces strates de l'être humain que la psychiatrie appelle les schémas cognitifs profonds et que d'autres traditions appelleraient simplement les croyances fondamentales. La solitude chronique, quand elle dure, finit par graver dans ces strates-là des convictions qui résistent au raisonnement. Des convictions comme « je suis fondamentalement seul dans ce monde », comme « les liens ne durent pas pour moi », comme « il y a quelque chose en moi qui fait fuir les gens ». Ces convictions ne sont pas vraies. Mais elles fonctionnent comme de la vérité, elles se comportent comme de la vérité, elles colorent chaque expérience avec la teinte de leurs mensonges, et c'est pour ça qu'elles sont si dangereuses. Ce qui va suivre maintenant n'est pas une liste de conseils rapides à appliquer comme des autocollants sur une plaie profonde. Ce qui va suivre est quelque chose de différent. C'est une invitation à comprendre ce qui se passe réellement, puis à agir depuis cette compréhension avec douceur, avec patience, avec la conviction que le changement est non seulement possible, mais inévitable si l'on commence, vraiment commencer, à se traiter soi-même avec la bienveillance que l'on réserverait à quelqu'un que l'on aime profondément. Il y a un souvenir clinique qui revient souvent, une de ces histoires que l'on n'oublie pas. Un homme, appelons-le Michel, pour préserver l'anonymat, la cinquantaine, cadre dans une entreprise de taille moyenne, qui était arrivé au cabinet avec l'allure de quelqu'un qui avait oublié comment avoir l'air de ne pas souffrir. Il était assis dans le fauteuil avec une raideur particulière, les épaules légèrement montées vers les oreilles, comme quelqu'un qui s'attend à recevoir un coup. La pièce sentait ce mélange de papier et de café froid que l'on trouve dans les espaces de consultation, et la lumière de cette fin d'après-midi de novembre était grise et douce à la fois. Michel avait regardé ses mains un long moment avant de parler. Et quand il avait parlé, il avait dit ceci : « Je ne comprends pas. J'ai tout fait correctement. J'ai travaillé dur, j'ai été là pour ma famille, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, je suis seul et je ne sais plus ce que je cherchais en faisant tout ça. » Dans cette phrase de Michel, il y avait quelque chose que des dizaines d'autres patients avaient dit d'une façon ou d'une autre. Cette phrase contient en elle une des grandes illusions de notre époque. L'idée que si l'on se conforme aux formes extérieures de la vie, le lien viendra de lui-même. L'idée que le travail, la compétence, la fiabilité, la résolution des problèmes pratiques sont des formes d'amour que les autres reconnaîtront automatiquement. Mais les liens humains ne fonctionnent pas comme ça. Les liens humains se nourrissent de présence, de vulnérabilité partagée, de l'aveu qu'on ne sait pas toujours, qu'on a peur parfois, qu'on a besoin des autres souvent. Et la solitude de Michel, comme celle de beaucoup, n'était pas venue de l'extérieur. Elle était venue de l'intérieur, d'une façon d'habiter le monde qui maintenait les autres à distance sous prétexte de les protéger ou de ne pas les déranger. Loves, cette reconnaissance est déjà, en elle-même, un acte libérateur. Parce que si la solitude vient en partie de l'intérieur, si elle a des racines dans des façons d'être et de penser qui s'apprennent, alors elle peut aussi se désapprendre. Ce qui s'est construit peut se déconstruire. Et c'est ici que commence la vraie conversation, celle qu'on attendait depuis le début. Il y a une image que la pratique contemplative utilise souvent et qu'il faut partager ici parce qu'elle est juste. L'image d'un sol gelé au milieu de l'hiver. En surface, tout semble mort. La terre est dure, froide, sans couleur. Rien ne bouge. Et pourtant, en dessous, dans cette obscurité que l'œil ne voit pas, les racines continuent leur travail patient. Les graines attendent leur moment. La vie n'a pas disparu. Elle s'est seulement mise en retrait, en attente, en préparation de ce qui viendra. La solitude chronique fait à l'âme humaine ce que l'hiver fait à ce sol. Elle donne l'illusion du définitif. Mais le définitif est une illusion. Il l'a toujours été. Le premier mouvement à faire, le plus contre-intuitif, le plus difficile et en même temps le plus puissant,
c'est de cesser de lutter contre la solitude comme si elle était un ennemi. Voilà quelque chose que notre époque, avec son culte de l'efficacité et de la résolution rapide des problèmes, a beaucoup de mal à entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un défaut de fonctionnement. Elle n'est pas la preuve que quelque chose en toi est cassé. Elle est un signal. Elle est l'équivalent émotionnel de la douleur physique. Elle te dit que quelque chose mérite ton attention, que quelque chose en toi a besoin de soins, que tu t'es peut-être éloigné d'une façon d'être qui était plus juste pour toi. Et la première pratique concrète, celle que l'on peut commencer aujourd'hui, littéralement dans les prochaines minutes après cette vidéo, c'est ce que la psychologie contemplative appelle la présence bienveillante à soi-même. Cela ne demande pas de matériel particulier, cela ne demande pas de talent, cela demande seulement quelques minutes et une intention. Voici comment cela fonctionne. Tu t'assieds ou tu restes allongé si tu le préfères. Tu fermes les yeux si cela te semble juste ou tu baisses simplement le regard. Et tu poses une main sur ta poitrine, là où le cœur bat. Tu sens la chaleur de ta propre main contre ta propre peau. Tu sens le mouvement de la respiration sous ta paume, le gonflement et le relâchement, le rythme patient de quelque chose qui bat et qui respire depuis le premier jour de ta vie sans te demander la permission, sans te demander de mériter cet effort. Et tu te dis intérieurement, avec la même douceur que tu emploierais pour parler à un ami qui souffre, c'est difficile en ce moment, et c'est réel. Et je suis là. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour commencer. Mais ne te laisse pas tromper par la simplicité de ce geste. La simplicité ici n'est pas une faiblesse, elle est une précision chirurgicale. Parce que ce que ce geste fait, neurologiquement et psychologiquement, c'est interrompre le cercle de l'autocritique et de l'isolement intérieur. Il active ce que les chercheurs appellent le système d'affiliation, ce réseau neuronal qui s'allume quand on reçoit de la chaleur humaine et qui, chose remarquable, s'allume également quand on se donne à soi-même cette chaleur. Le cerveau ne fait pas toujours la différence. Et c'est une des découvertes les plus précieuses des neurosciences contemporaines. Mira, il y a une deuxième pratique, et celle-ci va peut-être surprendre. Elle concerne le rapport au silence. Dans notre culture, le silence est souvent vécu comme une menace, comme quelque chose à remplir d'urgence. On met de la musique pour ne pas entendre le silence. On allume des écrans pour ne pas voir le silence, on envoie des messages pour ne pas habiter le silence. Mais le silence, intérieur et extérieur, est en réalité l'un des espaces les plus riches que l'être humain puisse habiter. Les traditions contemplatives le savent depuis des millénaires. Et la psychiatrie contemporaine commence à le confirmer. Les pratiques de pleine conscience basées sur le silence améliorent, de façon mesurable, la régulation émotionnelle, diminue les symptômes d'anxiété et de dépression et augmente ce que les chercheurs appellent la connectivité sociale perçue, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi-même. La pratique est simple. Chaque jour, pendant 5 à 10 minutes, assieds-toi dans un silence voulu. Non pas un silence subi, non pas un silence qui fait peur, mais un silence que tu choisis, que tu offres à toi-même comme un cadeau. Et dans ce silence, au lieu de lutter contre les pensées qui arrivent, au lieu d'essayer de vider le mental, comme on viderait un seau, tu observes simplement ce qui se passe. Tu regardes les pensées passer comme des nuages. Tu notes ? Voilà une pensée de solitude. Voilà une pensée sur ce que j'aurais dû faire différemment. Et tu laisses passer sans te coller à ces pensées, sans les combattre, sans les croire entièrement. Tu reviens toujours à la sensation physique la plus simple, la respiration, la chaleur du corps, le contact avec le sol ou le siège. Tu reviens au corps comme à une ancre. Ce retour au corps est plus important qu'il ne semble. Parce que la solitude chronique a tendance à nous faire habiter exclusivement dans la tête, dans ce labyrinthe de rumination et de scénarios catastrophes où l'on tourne en rond sans trouver la sortie. Le corps, lui, est toujours dans le présent. Le corps ne rumine pas. Le corps ne fait pas de projections anxieuses sur l'avenir. Le corps respire maintenant, bat maintenant, sent maintenant. Et chaque fois que tu reviens au corps, tu reviens au présent. Et dans le présent, la solitude est toujours plus gérable qu'elle ne l'est dans les histoires que le mental fabrique. Il y a une troisième dimension à explorer, et c'est celle du lien.
Non pas le lien idéalisé, le grand amour romantique ou l'amitié parfaite des films, mais le lien dans ses formes les plus humbles, les plus quotidiennes, les plus accessibles. Véraz, les recherches sur ce qu'on appelle les liens faibles en sociologie, ces connexions légères et régulières avec des gens qu'on ne connaît pas intimement, le boulanger du quartier, le voisin du palier, la caissière, qu'on retrouve chaque semaine. Ces recherches montrent que ces liens-là contribuent de façon substantielle au bien-être. Pas autant que les liens profonds, bien sûr, mais bien plus qu'on ne le croit. Ils créent un tissu de reconnaissance mutuelle, un sentiment diffus mais réel d'appartenir à un monde humain qui te voit, même brièvement, même superficiellement. La pratique ici est une pratique de présence micro. Chaque interaction ordinaire avec un autre être humain peut devenir une occasion de contact réel. Non pas une occasion de performance sociale, non pas une obligation de convivialité forcée, mais simplement un moment de présence authentique. Regarder quelqu'un dans les yeux quand tu lui parles, même 30 secondes. Demander comment ça va avec une vraie curiosité, même à quelqu'un que tu connais à peine. Sourire sans raison particulière, ce sourire qui dit simplement « je suis là, tu es là, c'est bien ». Ces micro-moments de connexion s'accumulent. Ils s'accumulent dans le corps et dans la psyché comme des petits points de chaleur et avec le temps, ils commencent à changer la façon dont on se perçoit dans le monde. Il y a une question qui revient souvent à ce stade et c'est une question honnête qui mérite une réponse honnête. Mais comment faire quand la solitude est si ancienne, si profonde qu'elle semble faire partie de moi? Comment distinguer la solitude circonstancielle, celle qui est venue d'une rupture, d'un deuil, d'un déménagement, d'une période difficile, de la solitude qui semble structurelle, qui semble avoir toujours été là, comme une deuxième peau? C'est une question que Michel avait posée ce jour de novembre, les mains toujours posées sur ses genoux, la voix plus douce qu'au début. Et la réponse est celle-ci. La distinction importe moins que tu ne le penses, parce que dans les deux cas, les mêmes pratiques s'appliquent. Dans les deux cas, le même mouvement fondamental est requis. Cesser de s'identifier à la solitude comme si elle était ton identité, et commencer à la traiter comme une expérience que tu traverses, non comme une vérité, sur ce que tu es. La souffrance que tu portes, quelle que soit son origine, n'est pas toi. Elle est quelque chose que tu vis. Et cette distinction, aussi philosophique qu'elle puisse paraître, a des conséquences pratiques énormes. Parce que si la souffrance est toi, tu ne peux pas t'en libérer sans te perdre toi-même. Mais si la souffrance est quelque chose que tu vis, quelque chose qui passe à travers toi, comme passe le vent à travers les branches d'un arbre, alors tu peux la regarder différemment. Tu peux lui faire de la place sans te laisser envahir. Tu peux être présent à elle sans en être prisonnier. Escucha, il y a une pratique spécifique pour ceux dont la solitude a des racines profondes. Une pratique qui touche à ce que la psychologie appelle la reparentalisation de soi-même. L'idée est la suivante. Beaucoup de nos solitudes adultes ont des racines dans des solitudes d'enfants. Des moments où l'on a appris que les besoins émotionnels étaient trop encombrants, trop fragiles, trop dérangeants pour être exprimés. Des moments où l'on a appris à être fort, à gérer seul, à ne pas demander. Ces apprentissages précoces laissent des empreintes. Ils laissent des façons d'être dans les relations qui reproduisent, sans le vouloir, la solitude originelle. Et la reparentalisation de soi, c'est apprendre à donner à l'adulte que tu es aujourd'hui ce que l'enfant que tu étais n'a pas reçu en suffisance. Concrètement, cela peut ressembler à ceci. La prochaine fois que tu te sens seul, que cette sensation froide et creuse s'installe dans ta poitrine, au lieu de te critiquer ou de te distraire immédiatement, tu t'adresses à toi-même avec la voix que tu aurais pour un enfant de 5 ans qui a peur dans le noir. Tu lui dis « Je sais que c'est difficile, je sais que c'est douloureux, tu n'es pas seul dans ta peur, je suis là. » Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la neuroplasticité. Parce que chaque fois que tu crées ce contact intérieur bienveillant, tu construis littéralement de nouveaux circuits dans ton cerveau, des circuits qui à terme remplaceront les vieux circuits de l'autocritique et de l'abandon.
La quatrième pratique, et peut-être la plus redoutée, est celle qui concerne l'exposition volontaire au lien. C'est une pratique difficile parce qu'elle demande de faire exactement le contraire de ce que la solitude t'ordonne de faire. La solitude te dit « reste là où tu es, c'est plus sûr ». Elle te dit « si tu essaies de te connecter aux autres et que ça ne marche pas, ce sera encore plus douloureux ». Elle te dit « les gens sont décevants, ils te laisseront tomber, mieux vaut ne pas essayer ». Et la tentation d'écouter ces messages est immense parce qu'ils contiennent une demi-vérité. Oui, les tentatives de connexion peuvent parfois échouer. Oui, les gens décèvent parfois, c'est vrai. Mais la conclusion que la solitude en tire, à savoir qu'il vaut mieux ne pas essayer, est une erreur logique monumentale. L'exposition volontaire au lien ne signifie pas se jeter dans une fête bondée quand on n'a pas parlé à quelqu'un depuis des semaines. Cela signifie des pas très petits, très mesurés, dans des contextes où la sécurité est maximale et les attentes minimes. Rejoindre un groupe autour d'un intérêt commun, un club de marche, un atelier de peinture, un groupe de lecture, une association de bénévolat. L'intérêt commun est essentiel parce qu'il crée une raison d'être ensemble qui n'est pas la connexion elle-même, ce qui enlève une énorme pression. On n'est pas là pour faire des amis, ce qui est angoissant. On est là pour marcher, ou pour peindre, ou pour aider, et si des liens se créent en cours de route, ils se créent dans un sol naturel et fertile. Le bénévolat mérite une mention particulière ici. Les données cliniques et de santé publique sur le bénévolat et la solitude sont remarquables. Les personnes qui s'engagent régulièrement dans une activité de service aux autres, même quelques heures par semaine, présentent des niveaux significativement plus bas de solitude chronique, d'anxiété et de dépression que celles qui ne le font pas. Et cela fonctionne même pour les personnes les plus introverties, même pour celles dont la tendance naturelle est à l'isolement. Parce que le service crée quelque chose que la solitude détruit, un sentiment de contribution, un sentiment d'être utile, un sentiment que sa présence dans le monde a un effet réel sur quelqu'un d'autre. Michel, à la fin de notre travail ensemble, plusieurs mois après ce premier rendez-vous de novembre, était revenu pour une dernière séance. Il était assis différemment, les épaules basses, les mains ouvertes sur ses genoux plutôt que fermées. Il avait commencé à faire du bénévolat dans une association d'aide alimentaire le samedi matin. Il avait dit, avec ce sourire particulier que les gens ont quand ils parlent de quelque chose d'authentique, « Je ne me suis pas senti aussi inutile que je le croyais. » Et les gens là-bas, ils me voient vraiment. Cette phrase, si simple, contenait en elle tout un changement de paradigme. Être vu, être présent pour quelqu'un, ce sont des besoins fondamentaux de l'être humain, aussi fondamentaux que manger et respirer. Et ils sont accessibles. Ils sont accessibles à toi maintenant, dans la vie que tu as, avec les ressources que tu as. La cinquième pratique touche à ce que l'on pourrait appeler la culture de la beauté ordinaire. C'est une pratique qui peut sembler secondaire, voire anecdotique, face à la profondeur de la souffrance. Mais elle ne l'est pas, parce que la solitude chronique, comme on l'a vu, altère la perception. Elle filtre le monde à travers un prisme gris qui empêche de voir ce qui est beau, ce qui est doux, ce qui est source de sens. Et l'une des façons les plus puissantes de recalibrer ce prisme, c'est de s'entraîner délibérément à noter la beauté du monde ordinaire. Cela s'appelle en pleine conscience la pratique de la gratitude contemplative. Et elle n'a rien à voir avec l'injonction toxique d'être positif qu'on trouve parfois dans les cultures de développement personnel superficielles. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, de faire semblant que tout va bien, de plaquer un sourire sur une blessure ouverte. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus honnête. C'est apprendre à tenir simultanément la souffrance et la beauté, à accepter que les deux coexistent, que le monde peut être à la fois difficile et magnifique, que la vie peut être à la fois douloureuse et précieuse. La pratique concrète, le soir, avant de dormir, noter mentalement ou par écrit 3 choses que tu as perçues dans la journée qui contenaient quelque chose de bon, pas forcément quelque chose de grand. Peut-être la lumière sur les feuilles d'un arbre, peut-être la chaleur d'une tasse de thé entre tes mains, peut-être un moment où tu as souri sans vraiment y penser. Ces petits moments existent dans chaque journée, même les plus grises, même les plus lourdes.
Mais quand on est dans la solitude chronique, le cerveau ne les enregistre pas parce qu'il est trop occupé à scanner les menaces, à compiler les preuves que le monde est hostile et vide. L'exercice de gratitude contemplative est une façon de rééduquer cet appareil de perception, de lui apprendre à élargir son champ, à capter autre chose que la douleur. Et puis, il y a quelque chose dont on parle trop rarement dans ce contexte, la dimension du corps en mouvement. La psychiatrie contemporaine a accumulé des preuves considérables sur les effets de l'activité physique régulière, sur la dépression et l'anxiété. Non pas un sport de compétition, non pas une performance physique, mais simplement bouger, marcher principalement. Marcher dehors avec une attention portée aux sensations physiques, le contact du pied sur le sol, l'air sur le visage, le bruit de la ville ou de la nature, les odeurs changeantes de la rue ou du parc. Cette marche attentive est une pratique de pleine conscience qui a l'avantage de ne demander ni équipement, ni abonnement, ni talent particulier. Elle est accessible à presque tout le monde et elle agit sur le cerveau et le corps d'une façon qui complète et amplifie toutes les autres pratiques. Il y a une dernière chose à dire, et c'est peut-être la plus importante de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Elle concerne le rapport au temps. L'une des grandes illusions que la solitude installe est l'illusion que les choses ont toujours été ainsi et qu'elles seront toujours ainsi. C'est une illusion temporelle. C'est une déformation du sens du temps. La douleur présente semble éternelle. Elle projette son ombre sur le passé et sur l'avenir, comme si elle avait toujours existé et comme si elle devait durer indéfiniment. Mais c'est un mensonge neurologique. Ce n'est pas la réalité. La réalité est que rien ne dure. Ni la souffrance, ni la joie. Tout est en mouvement, tout est en transformation, tout est sujet au changement. Et le changement dans le sens de la guérison, dans le sens de la reconnexion, dans le sens d'une vie plus habitée et plus aimante, ce changement est non seulement possible, il est probable. Il est probable pour quiconque commence à se traiter avec la bienveillance et la patience d'un bon jardinier. Un bon jardinier ne plante pas une graine et revient le lendemain en s'attendant à voir un arbre. Il plante avec soin, arrose régulièrement, protège de ce qui pourrait nuire et attend avec confiance. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance fondée sur la compréhension des lois naturelles. La graine contient en elle tout ce dont elle a besoin pour devenir un arbre. Elle n'a pas besoin qu'on lui explique comment faire. Elle a besoin d'eau, de lumière, de terre, de temps. Toi aussi, tu contiens en toi tout ce dont tu as besoin pour retrouver le lien, la chaleur, la vie. Tu n'as pas besoin de te réparer comme on réparait une machine cassée. Tu as besoin de créer les conditions dans lesquelles ta nature profonde peut se révéler, comme elle l'a toujours fait, comme elle n'a jamais cessé de le faire sous la surface froide de l'hiver. Te souviens, si quelque chose dans tout ce qui vient d'être dit a touché quelque chose en toi, si quelque chose a vibré, même légèrement, même d'une façon que tu ne pourrais pas encore tout à fait nommer, alors c'est que le sol n'est pas aussi gelé qu'il semblait. C'est que quelque chose en toi attendait cette conversation. Et cette conversation, elle n'est pas terminée. Elle ne le sera jamais vraiment, parce que la vie psychologique est un chemin, non une destination. Et parce que les questions les plus importantes ne se résolvent pas une fois pour toutes. Elles s'approfondissent, elles s'affinent, elles se transforment avec nous à mesure que nous grandissons. Voici donc un résumé de ce chemin, non pas comme une liste à cocher, mais comme un rappel doux de ce que tu portes déjà en toi. La présence bienveillante à toi-même, cette main sur la poitrine, cette voix intérieure qui dit « C'est difficile et je suis là ». La pratique du silence choisi, c'est 10 minutes quotidiennes où tu t'accordes d'être là sans devoir rien accomplir. Les micro-moments de connexion avec les autres, ces regards, ces sourires, ces questions posées avec une vraie curiosité. L'exposition volontaire aux liens dans des contextes sécurisants, ces groupes autour d'intérêts communs, ces engagements dans le service aux autres. La culture de la beauté ordinaire, cette attention le soir à ce qui a été bon, même petit, même fugace. Et le mouvement du corps, cette marche attentive qui remet le cerveau dans le présent et qui dit au corps qu'il est vivant. Ces pratiques ne guériront pas une dépression profonde ou un deuil complexe du jour au lendemain. Elles ne remplacent pas l'accompagnement thérapeutique quand il est nécessaire, et s'il y a dans ton entourage quelqu'un qui souffre profondément,
ou si tu te reconnais dans une souffrance qui dépasse ce que tu peux traverser seul, chercher un soutien professionnel est un acte de courage et d'intelligence, non de faiblesse. Mais ces pratiques créent un sol différent. Elles créent un sol dans lequel les graines de guérison peuvent commencer à travailler. Et dans un sol différent, les mêmes graines donnent des plantes différentes. Il y a une dernière image qui mérite de clore cette conversation. L'image d'un homme ou d'une femme qui marche seul sur un chemin de campagne par un matin de printemps précoce. L'air est encore frais, il porte cette odeur de terre humide et de quelque chose de vert qui commence, cette promesse végétale que l'on sent avant de voir. Les oiseaux ont repris leur conversation matinale, un bruit léger et multiple comme une pluie douce sur des feuilles. La personne marche lentement, sans destination urgente. Elle n'est pas heureuse au sens explosif du terme. Elle n'a pas résolu tous ses problèmes, elle n'a pas comblé toutes ses solitudes. Mais elle marche, elle respire, elle est là. Et dans cela, dans cette présence simple et ancrée, il y a quelque chose qui suffit. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, est assez. Avancer même quand personne n'est à tes côtés ne signifie pas avancer comme si la solitude n'existait pas. Cela signifie avancer en portant la solitude avec soin, comme on porterait quelque chose de fragile et de précieux, sans la nier, sans en être écrasé, mais en lui permettant d'être là pendant que tu continues. Parce que continuer est en soi un acte d'amour envers toi-même, et cet amour envers toi-même est la première et la plus profonde forme de connexion que tu puisses offrir au monde. Il y a dans les archives de la psychologie contemplative et de la psychiatrie humaniste une conviction qui résiste à l'épreuve du temps et des données. L'être humain n'est pas fait pour souffrir seul, mais il est fait avec les bons outils et la bonne compréhension, pour traverser la souffrance d'une façon qui l'enrichit plutôt qu'elle ne le détruit. Et cette traversée, cette façon de marcher à travers ce qui fait mal, sans en devenir l'otage, c'est ce que la résilience signifie vraiment. Non pas l'absence de chute, mais la capacité à se relever encore et encore, avec une tendresse croissante pour soi-même et pour les autres qui ont également trébuché. Tu n'es pas seul dans ta solitude. C'est le paradoxe final, le plus beau peut-être. Des millions de personnes, en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, vivent quelque chose qui ressemble à ce que tu vis. Et cette communauté silencieuse de ceux qui souffrent, de ceux qui cherchent, de ceux qui ont décidé de ne pas s'arrêter, cette communauté est réelle. Elle n'est peut-être pas visible. Elle n'est peut-être pas autour de toi en ce moment dans ta rue ou dans ton appartement, mais elle existe. Et toi, en ayant écouté jusqu'ici, tu en fais déjà partie. Prends soin de toi. Pas parce que c'est une formule, mais parce que prendre soin de toi est un acte politique. Un acte de résistance dans un monde qui préfère que tu consommes plutôt que tu guérisses, que tu perfectionnes une image plutôt que tu construises une vie intérieure. Prendre soin de toi, c'est commencer maintenant avec ce que tu as, là où tu es. Et c'est suffisant, c'est même à bien y réfléchir exactement ce qu'il fallait faire.